Bien bonjour, bien bonjour, bien bonjour, bonjour à tous. Nous sommes de retour après la petite interruption de hier suite à une panne technique. Mais voilà, c'est reparti pour le ZCL de ce jeudi 18 février. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Tout va bien, je le sais. Et aujourd'hui, Bébaro sera à la une puisqu'on va recevoir tout à l'heure M. Claude Nestoré, président de l'association des résidents de... Il va préciser Riverain du quartier Bois-Neuf et M. Charlie de la Riberdière de la Rode. Tous les deux vont parler de cette affaire du Quick. On va recevoir aussi tout à l'heure le vice-président du pôle universitaire de Fouillol. Il s'agit de Didier Détouche, puisque vous savez que l'autorité bouille en ce moment entre le CAGI et probablement le crédit. Le crédit, c'est le centre de recherche des études de droit. Et là aussi, il y a quelques petits problèmes. Monsieur Détouche viendra tout à l'heure nous expliquer ça. Sinon, l'info du jour, c'est officiel, on le sait. Castro va recevoir Obama. Ça y est, dans les jours qui viennent, avant la fin, en tout cas, avant la fin de son mandat, Obama a promis d'aller à Cuba. Et c'est bien la première fois que ça arrive historiquement qu'un président des États-Unis se rende dans l'île qu'on appelait l'île castriste ou l'île communiste. Ça, on aura l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent. Et puis à partir de demain, ça va être le FEMI. Là aussi, on en parlera. Tout de suite, les titres de l'actu et c'est Jessie qui développe. Merci Danick. Hier, vous avez suivi notre reportage dans lequel deux membres des familles de Bosredo Mornalo dénonçaient une expulsion abusive. Aujourd'hui, Marius Pénélope, qui représente la partie adverse, est venu user de son droit de réponse. Nous verrons tout à l'heure son explication. Et les salariés du bloc opératoire du CHU de Pointe-à-Pitre utilisent leur droit de retrait. Ils dénoncent des conditions de travail non conformes qui mettent en péril la sécurité et la santé des usagers. Depuis hier, seules les urgences sont prises en compte. Et du 17 au 28 février, une exposition d'art est présentée au Memorial Act. Une exposition pas comme les autres, puisque c'est le fruit du travail de 86 collégiens de la ville de Gourbert qui ont mis en image l'œuvre de Marie Scondé, Chien fou dans la brousse. Et voilà pour le sommaire. Merci Jessie, je l'ai dit, aujourd'hui on va ouvrir enfin le dossier du Quick de Bimao. Depuis quelque temps, la rumeur enflait, on se demandait ce qui se passait dans cette région de Bimao. Vous savez, il y a la construction d'un Quick, enfin d'un futur Quick. Rien n'est encore tout à fait réglé. C'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui les représentants de deux associations de riverains proches de ce Quick à l'entrée de Bimao, messieurs Claude Nestoré et Charlie de la Riberdière, tous les deux présidents de deux associations qui contestent la légalité même de la construction de ce Quick. Alors messieurs, on va commencer par le commencement. Comment cette affaire a débuté réellement? Tout d'abord, bonjour à tous. Cette affaire a débuté par un panneau que nous avons vu à l'entrée de... M. Charlie de la Riberdière, plus ou moins, a vu affiché dans le quartier, mais qui ne précisait pas exactement ce que c'était. Renseignement pris, il a semblé que c'était un bâtiment à usage de bureau. Alors, nous nous sommes renseignés, et c'est là que nous sommes tombés sur le poteau rose, c'est-à-dire un permis qui a été modifié, le terrain a été vendu à la société par Holding avec un permis, et ils ont demandé une rectification de ce permis à une condition. Ils achètent le terrain à une condition que ce permis soit rectifié, c'est-à-dire qu'on leur donne l'autorisation de faire un Quick. La municipalité, bien évidemment, leur a accordé... Alors quand vous dites la municipalité, peut-être faut-il préciser l'actuelle ou l'ancienne? L'ancienne municipalité. L'ancienne municipalité. Voilà. Alors, pour l'instant, tout est mis sur le dos de M. Daubin. Oui. Ça vient. Oui. Il est venu ici d'ailleurs s'expliquer, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, il a laissé entendre qu'il y avait une continuité du service public, donc l'ancienne municipalité continuait, la nouvelle continuait un petit peu l'opération. Mais alors, ce qui vous a choqué en tant que résident, c'est la position même de ce futur Quick. C'est la position, bien évidemment, puisqu'elle se situe dans une zone résidentielle, à l'entrée d'une zone résidentielle, ou une zone où il y a énormément de circulation. Et en plus, nous avons en face le centre commercial de l'Estrélan qui, les jours de promotion ou même le samedi et fin de mois, sont extrêmement encombrés. En plus, il y a la station Vito juste en face. Alors, je ne vous dis pas, quand il y a une grève d'essence en Guadeloupe, les dommages que nous subissons, nous ne pouvons pas rentrer ni sortir chez nous. Donc,
plus, il y a la SOJAG, il y a une association, la PAJH, d'handicapés dans le quartier où ces handicapés circulent à pied. Alors, dites-moi comment la municipalité a pu autoriser la construction d'une telle entreprise en nous faisant croire que c'était uniquement un drive, alors qu'il y a 92 places assises dans ce restaurant, aucun parking de prévu. Aujourd'hui, la législation, sans obligation, préconise quand même qu'il y ait 5% des parkings réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ce n'est pas le cas. Donc, comment expliquer, comment nous dire où ces gens-là vont se garer? Alors donc, M. Lariberdière, si je comprends bien, c'est d'abord le fait que pour les résidents, on va dire, c'est une cause de perturbation d'entrée et de sortie d'accès à vos domiciles. Oui, absolument. Il n'y a pas que ça. Le problème se pose. Il y a le problème de l'accès à notre domicile qui sera fortement perturbé. Et dans la mesure où M. Nestor l'a précisé, cet établissement ne possède pas suffisamment de places de parking. Ils ont prévu 9 places de parking à l'intérieur. Donc, dites-vous bien que les consommateurs vont se garer n'importe où, vont se garer sur la voie principale, vont venir se garer dans notre résidence qui se trouve juste en face. Et le problème, on voit très bien le problème, puisque lorsque nous sortons de chez nous, si une voiture, si on croise une voiture, il y a l'un qui est obligé de céder le passage à l'autre. Oui. Deux voitures ne peuvent pas se croiser dans ce petit chemin. Donc, vous voyez très bien que les problèmes vont se poser. Même lors de la construction, ils ont leur camion, ils sont obligés de venir tourner chez nous pour pouvoir rentrer sur le terrain en construction. Donc, nous devons préciser aussi que c'est une entrée privée. Cette entrée a été faite uniquement pour les résidents du quartier Boisneuf. D'accord. Donc, en aucun cas, de grosses entreprises comme ça, recevant un tel public, ne peuvent s'installer dans un quartier-là. C'est complètement incohérent et aberrant. En plus, elle se trouve dans une voie de décélération qui donne accès à la station-service, à nos résidences et également au centre commercial. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, encore une fois, je dis, c'est faire les choses sans conscience, sans au préalable interroger les uns et les autres. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez eus de la mairie? Bien évidemment, nous n'avons aucun retour. Nous n'avons eu aucun retour après des dizaines de courriers que nous écrivons à cette municipalité et bien évidemment à l'ancien maire. Il y a eu une rencontre, mais la rencontre qu'il y a eu, c'était juste avant les élections régionales. Comme par hasard, pendant la période électorale, les travaux ont été stoppés. Le lendemain de cette élection régionale, le chantier était reparti. Alors, M. de la Riberdière a contacté le maire qui a fait l'étonner. Comment ce chantier a pu repartir alors que rien du tout. Bon, il faut qu'ils arrêtent de nous mener en bateau. Moi, je suis convaincu, M. Zandolis, je suis convaincu que ce permis a été accordé dans toute illégalité. On va y revenir parce que je voulais au préalable vous poser la question de savoir ce que vous souhaitez en tant que résident par rapport à la construction de ce quick. Quelle est votre exigence aujourd'hui? Alors, notre exigence, elle est simple. Et depuis le début, elle n'a pas changé d'un iota. C'est-à-dire que cette construction se fasse ailleurs. Parce que la première réunion que nous avons eue avec la municipalité, c'est la promesse qui a été faite. L'actuelle municipalité, vous voulez dire? Non, l'ancienne. Je vais vous préciser pourquoi l'ancien maire, mon frère, l'ancienne municipalité. Donc c'est la promesse qui avait été faite. Oui. Mais jusque-là, rien n'a été fait, donc la construction, elle continue de plus belle. Alors, même si on vous assure que la circulation ne sera pas gênée, malgré la construction. Mais nous ne voyons pas comment la circulation ne sera pas gênée. Comment? Puisque nous sommes pratiquement dans une enclave. Donc, je ne vois pas comment, qu'est-ce qu'il pourrait faire, par quelle opération du Saint-Esprit qu'on pourrait améliorer. Alors, il faut se dire que nous avions alerté la municipalité bien avant
d'avoir eu connaissance de ce projet. Parce que les problèmes de circulation se posaient, les problèmes en cas de grève d'essence ou de problèmes autres se posaient déjà. Ou même d'évacuation sanitaire, absolument. Ambulance, pompiers, il n'y a pas de passage là, c'est pas possible. Alors j'ai cru comprendre que la municipalité avait proposé un autre terrain de construction au promoteur qu'il a refusé. Officieusement. Oui. Officieusement, vous dites. Hein. Officieusement, parce que vous savez, on peut dire tout et n'importe quoi. Hein. Ce monsieur n'a jamais reçu, parce que je l'ai rencontré, figurez-vous, il n'a jamais eu de proposition, m'a-t-il dit, d'une manière officielle, parce qu'il fallait qu'il présente le coût de l'investissement qu'il avait déjà fait. 900 000 euros, hein, d'après ce que j'ai su. Il semblerait qu'il ait acheté ce terrain 900 000 euros. Oui, il semblerait. Moi, ça me semble un peu bizarre pour un terrain de 1800 mètres carrés. D'ailleurs, à vue d'œil, ce terrain ne fait pas 1800 mètres carrés. Oui. Hein, bon, bref. Qu'il aurait payé ce terrain 900 000 euros. Alors, ça comprend quoi, ces 900 000 euros? Je vous laisse le choix de... On devine ce que ça peut supposer. Ça peut supposer. On aura l'occasion de... Oui, Jessie, peut-être une question? Non, alors je voulais savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire, alors, surtout que vous n'avez pas encore reçu de soutien, enfin de retour de la mairie. Nous n'avons pas reçu de soutien de la mairie, mais il faut savoir une chose. Il ne faut pas que la mairie s'imagine que nous allons baisser les bras et nous décourager. Nous avons des éléments qui vont nous permettre d'aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout parce que, au-delà du combat du Quick, au-delà de... Parce que je n'ai rien personnellement contre le Quick. On va me sortir que ça va amener des emplois. Oui, je veux bien. Des emplois précaires. Mais enfin bon, c'est toujours des emplois. On leur a proposé, si on leur avait proposé concrètement, avec une exigence, la digue, oui, je pense que la société Parti Longue l'aurait accepté. Parce que c'était quand même mieux placé que de mettre ça à l'entrée de notre résidence dans cet emplacement. Et alors, je dis que nous irons jusqu'au bout parce que nous avons des éléments aujourd'hui qui nous font dire que la partie n'est pas perdue. Alors justement, venons à l'autre aspect de cette question, c'est la question d'un permis de construire, parce que M. Doubin est venu ici, nous a expliqué que le permis de construire avait été en bonne et due forme. Alors est-ce que sur cette question-là, il y aurait quelque chose à dire? Monsieur Zandonis, je vais imaginer un petit peu la chose pour vous. Vous savez, quand vous avez un club de football, le président vous dit « je ne vais pas limoger mon entraîneur. Oui. Il a mon entier soutien. » Et nous voyons, 2-3 mois après, ce que ça donne, l'entraîneur se retrouve limogé. Est-ce que nous ne nous trouvons pas là dans le même cas de figure? Le permis a été accordé en toute illégalité, alors que ce n'est pas la question que vous lui avez posée. Oui. Pourquoi on veut me préciser à chaque fois que ce permis a été accordé en toute illégalité? Ça veut dire que, j'entends bien, il y a anguille sous roche. S'il y a anguille sous roche, nous le découvrons. Alors quand vous dites, vous voulez dire que ce permis, il y aurait quelque chose d'anormal dans ce permis, parce qu'il faut un permis délivré et validé, parce que au cours de mon enquête, j'ai su quand même que certains membres du conseil municipal n'étaient pas au courant de la construction de ce Quick, mais même pas au courant du permis de construire. Ou n'étaient pas d'accord, tout simplement. Ou certains n'étaient pas d'accord d'ailleurs. J'ai eu une conseillère municipale ou une adjointe qui m'a dit ne pas être d'accord avec la construction de ce Quick. Alors aujourd'hui, sur quel aspect vous allez mener le combat? Parce que vous avez popularisé, vous avez fait des tracts, aujourd'hui vous êtes dans les médias on en a déjà parlé avant nous, d'autres médias en ont parlé, France Antille, nos collègues de la télévision publique. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Monsieur Zandonis, sauf vous croiser les bras. Ne comptez pas sur nous pour ça, pour nous croiser les bras. Nous aurions espéré que l'autorité supérieure, c'est-à-dire le préfet, avec tout ce tapage médiatique qui a été fait, surtout quand nous avons parlé de sécurité, je pense que là, il y a des remontées par ses services. J'en suis convaincu. Aurait mis son nez dedans pour essayer d'éclaircir un petit peu cet aspect des choses. Ça n'a pas été fait. Mais nous allons insister, nous allons prendre d'autres voies
je ne vais pas vous dévoiler ici, bien évidemment, les différentes possibilités que nous avons, mais nous en avons et nous ne manquons pas de les mettre en action. Est-ce que ça signifie que vous êtes prêt? Oui, ici. Non, je voulais juste revenir sur les caractères qui prouvent que le permis a été donné de manière illégale. Qui c'est que vous a parlé d'illégalité? C'est qu'on parle à choix d'illégalité de permis, donc... Non. Non, moi ce que je dis, c'est que à chaque fois que vous posez la question à un membre de la municipalité favorable à ce projet, plus ou moins, oui. Combien d'ailleurs, excepté M. Daubin, bien évidemment, il veut répondre que le permis a été accordé en toute illégalité. Mais écoutez, un permis, quand il est accordé en toute légalité. Pourquoi préciser qu'il est en toute légalité? Est-ce qu'on peut le contester, ce permis? C'est quelque part, il y a anguille sous roche. Est-ce qu'on peut le contester, ce permis? Absolument. Oui. Absolument, sur deux plans. Déjà sur le plan de la conformité de son panneau d'affichage, la date d'affichage, parce que le premier permis qui avait été affiché, c'était le permis qui avait été accordé aux propriétaires de ce terrain qui étaient, je crois, les héritiers Cabal. Comme je vous l'ai dit, ça a été vendu à la société Partilon. La société Partilon a acheté à condition qu'il obtienne un permis rectificatif. Tractation. Entre-temps, ils ont eu ce permis. Mais je peux vous garantir que ça a été accordé, moi je le dis, mon intime conviction, ça a été accordé en toute illégalité. Jusqu'à présent, nous avons mis, comme je vous l'ai dit, nous avons mis la pédale plus ou moins douce. C'était pour que certains prennent conscience de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils puissent changer leur fusil d'épaule. Ça n'a pas été fait. Et nous avons bien précisé, M. Charlie de la Riberdière et moi-même, que nous serions montés crescendo. D'accord? Aujourd'hui, nous allons mettre un degré supplémentaire. Alors, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que je vais appeler ça les négociations, enfin, les rencontres avec l'instance de décision, c'est-à-dire la municipalité, sont rompues? Est-ce qu'il y a encore un terrain d'entente possible avant peut-être d'arriver, j'ai envie de dire, au clash? Tout dépendra des propositions qu'ils nous feront, s'ils ont des propositions à nous faire. Mais surtout pas la proposition d'améliorer la circulation, puisque... Dans le quartier. D'élargir peut-être la route, enfin, je ne sais pas, nous. Nous n'avons pas de problème de circulation dans le quartier. Oui. On voit la route d'ailleurs ici. Oui. Non, mais non, ce que je voulais dire par là, puisque notre unique exigence, c'est que ce projet-là se fasse ailleurs. Oui. Actuellement, il est en train d'être édifié. Oui, absolument. Je suis passé là tout à l'heure, avant de venir. Absolument. Ça leur coûtera plus cher. La seule différence, c'est que c'est toujours les contribuables qui payent. Oui. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution pour améliorer la circulation actuellement là. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous la solution finale, ce serait l'arrêt des travaux, l'arrêt des travaux et le transport de cet établissement dans un autre lieu. Absolument. Et ce que la municipalité n'accepte pas, visiblement. Mais apparemment, l'ancien maire s'était changé d'avenir, alors pourquoi pas changer d'avenir? Oui. Mais est-ce que c'est possible que le maire ou la mairesse ou l'ancien maire prennent la décision d'arrêter net ces travaux? Est-ce que c'est possible juridiquement, administrativement aujourd'hui? Ils peuvent. Oui, ils peuvent le faire? Ils peuvent, c'est-à-dire que... Bon, ils peuvent. Ils peuvent toujours. Oui. Vous pensez rencontrer M. Chalus sur cette question, par exemple, parce que, bon, il est aussi président de région, président aussi de Route de Guadeloupe, enfin, je le précise. M. Chalus n'est plus maire, il a démissionné. Oui, mais il est président de région. Oui, mais la région n'a aucune autorité sur... Sur les routes, oui. Il y a une compétence sur les routes. Et compétence sur les routes, oui. Mais pas sur la nôtre. Oui. Oui, bien sûr. La nôtre, c'est une voie privée. C'est une voie privée, monsieur Sandoni. Il a peut-être compétence dans le carrefour, oui. Puisque c'est une nationale, ça sort d'une voie express, oui. Et qui rentre sur une nationale. Il a peut-être son mot à dire financièrement. Financièrement, par exemple, oui. Financièrement, pour aider... Parce qu'il faudrait rembourser... en fait, la démarche serait arrêt des travaux, remboursement aux promoteurs
qui paiera? C'est la commune qui paiera? Ça dépend de l'ampleur que prendra cette affaire. Oui. Ça dépend de l'ampleur qu'on prendra cette affaire. Qui paiera? Les contribuables. Forcément, le contribuable, il va payer les conséquences. C'est-à-dire, la population de Bemao va payer. Ce n'est pas uniquement les résidents du quartier Bonneuf. Oui. Alors, mais vous allez vous attirer les foudres de la population de Bemao. Pourquoi nous attirer les foudres? Mais de toute façon, ils vont subir les conséquences de ce qu'a fait l'ancienne municipalité. D'accord. Donc, c'est au point où nous en sommes, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. L'affaire ne fait que commencer, visiblement. Elle ne fait que commencer. Absolument. Oui. Donc, on doit s'attendre à des rebondissements dans les semaines qui viennent. Dernière question. Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question. Est-ce que le préfet a été saisi de la situation actuelle? Oui, puisque nous avons adressé un courrier, nous avons envoyé un dossier au préfet. Oui. Donc actuellement, il est au courant de toutes les démarches que nous avions entreprises jusqu'à maintenant. Ces services sont au courant? Ces services sont au courant. D'accord. Bien, j'ai comme l'impression qu'on est là devant un nœud. Et que je ne sais pas si c'est un nœud gordien, si on pourra le trancher avec... Monsieur Jean-Denis, oui. Tout nœud qui fait qu'à défaite. D'accord. Donc j'ai bien compris que c'est une affaire très compliquée. En tout cas, je vous remercie, messieurs, d'être venus nous exposer cette question. Je rappelle qu'à plusieurs reprises déjà, nous avons pris contact avec la nouvelle municipalité de Bemao pour venir s'expliquer, sans réponse, par courrier en plus, sans réponse. Alors si Madame le maire de Bemao, qui ne manquera pas d'être tenue informée de ce qui vient d'être dit, veut intervenir sur notre plateau, il n'y a aucun souci, nous sommes prêts bien sûr à l'accueillir. Pour l'instant, il est 12h54. On va prendre une pause publicitaire. On va se retrouver tout à l'heure avec Jessie pour développer les titres et aussi le vice-président du pôle universitaire, M. Didier Détouche, qui est déjà en studio, qui est déjà avec nous. Et l'information continue. À tout à l'heure sur le ZCL. Merci, messieurs. Merci. Yes. Voilà, il est 13h exactement, pile, comme on a dit. Et je vous l'ai dit, on va recevoir tout à l'heure Didier Détouche qui est avec nous, qui est le vice-président du pôle. Mais avant, on va développer les deux premiers titres de l'information. Et c'est Jessie. Bonjour, Jessie. Bonjour, rebonjour, Danick. Souvenez-vous, le 12 janvier dernier, à Bosredon-Mornalo, 3 familles se retrouvaient expulsées par les forces de l'ordre à la demande du procureur. Ces familles mornaliennes avaient construit leur habitation sur des terrains sans titre de propriété. Ces dernières ont fait appel au collectif de défense mobile pour se défendre et affirment qu'elles sont dans leurs droits. Ce matin, Marius Pénélope, mandataire ad hoc de la succession, a souhaité user de son droit de réponse pour nous expliquer les faits de cette triste histoire de famille. Il en va d'une première parcelle de terre vendue par Madame Hubin, veuve Berlet, le 24 juin 1874, à Monsieur Safo, situé à Mornalo. Vitaline Safo, l'héritière de celui-ci, a ensuite vendu à Monsieur Gambi Fontenelle, père de Madame Gambi, Gerty et Gracieuse, une portion de terre de 336 mètres carrés provenant de sa parcelle. Cette origine de la propriété est indiquée dans un acte notarié de Maître Lameau du 25 septembre 1942. M. Safo avait par ailleurs également acheté une deuxième parcelle de terre le 4 décembre 1883 à la barre du tribunal à Mornalo, dont sa fille, Mademoiselle Vitaline Safo, a hérité. Après le décès de Mademoiselle Safo, le fils de celle-ci, M. Ballet, l'a vendu le 16 juin à Madame Pénélope et Okebiboué. Cette origine de la propriété est indiquée dans un acte notarié de Maître Cassi du 16 juin 1975. C'est sur cette seconde parcelle que les personnes expulsées ont fait édifier des constructions
puis ont refusé de libérer les lieux. Damien, le fils de Madame Gertzi Gambi, présent dans le sujet, est propriétaire bailleur de plusieurs logements présentant tout le confort à moins d'1 kilomètre du lieu que sa mère occupe illégalement. Depuis l'expulsion de Mme Gambi le 11 janvier 2016 et sa réinstallation sans titre le 19 janvier 2016, le collectif présenté par M. Kiaba, de même que Mme Gambi et son entourage, persiste à obtenir dans la rue ce que le tribunal leur a refusé au terme d'une procédure longue et rigoureuse où le contradictoire s'est pleinement exprimé. Le tribunal a jugé le 16 février 2012, conformément aux conclusions du géomètre qu'il avait désigné, que notre terrain est indûment occupé par les personnes expulsées. Donc, le fils de Mme Gambi et sa mère devraient désormais se placer strictement dans le cadre de la loi afin d'éviter tout incident malheureux dont je ne serai tenu pour responsable. Et du côté de la santé, le personnel du bloc opératoire du CHU de Pointe-à-Pitre est en droit de retrait depuis hier. Pour rappel, le droit de retrait dans le Code du travail est la possibilité pour un salarié de se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Au-delà des urgences, le personnel a donc décidé d'arrêter leurs activités dû à un manque de moyens et un problème d'hygiène qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les patients. Reportage tout de suite avec Yanis Pequigno et Sarah Rinaldo. Aujourd'hui, depuis hier, en fait, l'équipe médicale et paramédicale a décidé à l'unanimité d'entamer une journée de débrayage. Donc il ne s'agit pas d'une journée de grève, mais d'une journée de débrayage. Donc c'est le personnel qui est à l'origine de ça, du moins depuis plusieurs mois, on travaille dans des conditions qui ne sont pas optimales pour la prise en charge des patients. Donc le risque de sécurité engagé ainsi que le risque d'hygiène. Donc voilà, il faut savoir qu'hier, il y a eu une réunion avec la direction. À l'issue de cette réunion, on a eu quelques réponses aux problèmes de ravitaillement en termes de dispositifs médicaux et autres. Et aujourd'hui, il y aura une autre réunion de prévue, mais avec d'autres corps de métier tels que la pharmacie et tout, pour avoir encore d'autres pistes, d'autres réponses, et également des solutions pour pouvoir désamorcer le problème. Donc effectivement, on se met à la place des patients, on comprend que les patients, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe à ce jour, mais effectivement, les patients sont pénalisés. On a fait le choix de traiter que les urgences, et non les interventions programmées pour le moment. Donc, voilà. Vous pouvez détailler les conditions que vous déplorez ? Un manque de dotation en termes d'antiseptiques, un manque de matériel tel que les brancards pour le transfert des patients de leur lit d'hospitalisation à la table opératoire, et j'en passe. Il y a d'autres... Vous parlez de sécurité, Sécurité, tout à fait. Donc c'est des dispositifs dont on a besoin, indispensables, incontournables, qu'il nous faut pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Vous êtes prêt à poursuivre vers une grève alors, si jamais vous n'avez pas... Alors, nous sommes à notre deuxième jour de débrayage, effectivement. Si effectivement les réponses que nous avons ne sont pas positives, effectivement, on pourrait peut-être reconduire un mouvement de grève par la suite. Débrayage, c'est-à-dire que vous êtes resté présent? On est présent, on traite les urgences. Et il n'y a aucun syndicat impliqué dans le mouvement. Comme je dis, le mouvement est d'origine liée au personnel. C'est pas aucun syndicat impliqué. Voilà, il est 13h06. On va parler maintenant de l'UA, l'Université Antilles, qui a eu beaucoup de, on faut le dire, bouleversements il y a encore quelques mois. Ça s'était un petit peu calmé. On a l'impression qu'il y a peut-être une petite polémique aujourd'hui qui a eu un écho médiatique. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, pour éclaircir un peu les choses pour nos téléspectateurs, pour les Guadeloupéens, pour les étudiants, savoir un peu ce qui se passait. Nous avons invité donc M. Didier Détouche, qui est le vice-président du pôle Guadeloupe. Didier Détouche, merci et bonjour. Juste une question, la rentrée. Bonjour. On est quand même à quelques mois de la rentrée, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y avait d'autres actualités, ça s'est bien passé, pas de soucis? Alors la rentrée 2015-2016 s'est vraiment très bien passée. On a eu le plaisir d'avoir un nombre d'étudiants en augmentation, donc une attractivité qui est bien réelle. Et puis nous avons eu aussi, après cette période de vacances, nous avons eu la reprise pour le deuxième semestre et tout se passe relativement bien.
hormis un problème vraiment important qu'il faut résoudre, qui est dû d'ailleurs à cette attractivité, c'est la faculté des STAPS, des activités physiques et sportives, qui voit son nombre d'étudiants croître exponentiellement et qui donc désormais ne bénéficie plus de suffisamment de locaux pour permettre qu'il y ait des enseignements qui se déroulent dans de bonnes conditions et qui a besoin également que l'on revoie son taux d'encadrement par le recrutement d'enseignants-chercheurs. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour travailler, pour faire en sorte que cette faculté puisse disposer vraiment de moyens à la hauteur, effectivement, du succès qu'elle connaît. Et puis nous avons aussi le campus de Saint-Claude où nous sommes en train de travailler justement au maintien de formation d'excellence au sein du département lettres pluridisciplinaires. Là aussi, il faut augmenter le taux d'encadrement, plus d'enseignants-chercheurs, et puis une formation au sein de l'IUT, qui est le nouvel IUT, en fait, alors on dit non pas la Guadeloupe, l'IUT de Saint-Claude, mais qui est l'IUT de fait donc de la Guadeloupe, et qui donc accueille les DUT, les diplômes universitaires de technologie. Et là, nous devons aussi travailler à renforcer la filière, d'abord en créant de nouvelles filières, ce qui vient d'être fait par notre commission formation, et puis en permettant là aussi qu'il y ait des recrutements d'enseignants-chercheurs, notamment pour une filière qui s'appelle le métier des multimédias, où nous souffrons de manque cruel d'enseignants. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte qu'à la rentrée prochaine, eh bien, nous ayons ce qu'il faut pour que nos étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Alors la question s'était posée un moment, c'était la question des moyens de cette nouvelle université, puisqu'il faut dire qu'il y a eu la partition de cette université, puisque la Guyane est désormais autonome vis-à-vis de la Guadeloupe et de la Martinique. Est-ce que ces moyens sont arrivés ? Alors, les moyens pour lesquels nous sommes battus beaucoup sur le pôle Guadeloupe et pour lesquels, au final, nous avons eu une osmose avec la gouvernance de l'université pour aller réclamer des moyens au niveau de l'État, eh bien, nous avons eu ces moyens, notamment une rallonge de 750 000 euros, qui a permis donc d'avoir un budget qui... d'ailleurs connaît des comptes financiers stabilisés, eh bien, ça nous a permis d'avoir des moyens supplémentaires. Dans le cadre du dialogue de gestion, nous sommes en réflexion pour voir comment nous allons mieux répartir ces sommes, ou répartir ces sommes au mieux, bien sûr en tenant compte de la loi qui nous dit désormais que pour l'Université des Antilles, eh bien, les emplois et les crédits que nous avons à gérer de façon autonome dans le cadre du régime RCE, donc de la LRU qui a été introduite il y a quelques années, eh bien, nous devons répartir ces emplois et ces crédits de façon équitable entre les deux pôles. Donc nous travaillons à faire en sorte que ça devienne une réalité. Donc on a connu une augmentation de nos moyens, mais qui reste encore quand même insuffisante par rapport à tout ce que nous avons à gérer, que ce soit en termes d'emploi, de recrutement, de paiement, d'enseignement et bien évidemment en termes d'encadrement pédagogique. Donc nous avançons. C'est vrai que les 2 dernières années ont été des années un peu de lutte, mais qui ont été constructives et qui nous ont permis d'avancer, mais il faut continuer à négocier. Et là, récemment, l'État vient de nous accorder 3 emplois supplémentaires sur la base salariale, ce qui va nous permettre de travailler justement à la résolution du problème sur le campus de Saint-Claude, notamment en termes de recrutement. Alors, juste une question, puisque souvent on en a beaucoup parlé. Est-ce que les problèmes, l'affaire du Cérézmia a eu des incidences sur la Guadeloupe aujourd'hui, sur le financement, sur le budget, sur même l'avenir de l'université? Alors, sur l'avenir de l'université, non. Au niveau du pôle Guadeloupe, c'est vrai que c'est un laboratoire qui est en Martinique, même s'il y a des membres du Cérézmia qui sont en Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est une affaire qui a jusqu'ici, c'est une affaire judiciaire qui est traitée par les instances compétentes, mais qui concerne en grande majorité effectivement des collègues du pôle Martinique. Bon, je ne me prononce pas bien sûr sur cette affaire judiciaire, mais c'est vrai qu'il faut bien évidemment comprendre que ça a un coût, puisque l'université doit rembourser pour le moment, c'est pas encore d'actualité, mais elle pourrait être amenée à rembourser effectivement dans le cadre bien comment je dirais de l'état des lieux, hein, de ce qui a été engagé, qui n'a pas été correctement exécuté de point de vue budgétaire, eh bien pourrait se retrouver à rembourser. Alors pour le moment, nous sommes en discussion, en négociation avec les collectivités, mais aussi avec l'Europe pour faire en sorte que ces financements eh bien puissent légitimement pour les différentes instances revenir. Après, il y a un coût aussi pour la poursuite des affaires judiciaires, bien évidemment, et
il faut dire que c'est avec quand même beaucoup de courage que la plupart des élus et la gouvernance de l'université travaillent à faire en sorte que ça ait un impact moindre sur nos activités de recherche et nos activités d'enseignement. D'accord. Alors, venons-en à l'affaire du jour, ce qu'on peut appeler la polémique entre le CAGI et le crédit du centre deux instances de recherche, le CAGI qu'on connaît, qui a d'ailleurs une succursale à Pointe-à-Pitre en ce moment, et dit-on, n'aurait plus la possibilité de s'installer sur le campus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Que nous expliquer ça, j'ai envie de dire pédagogiquement. Je vais essayer, mais je dois dire... qu'il faut au départ quand même observer un préalable, c'est que comme n'importe quel citoyen lambda, j'ai entendu sous les ondes ce matin sur une grande chaîne locale qu'il y avait apparemment un conflit, qu'il y avait une guerre de tranchées entre vice-président de pôle, directeur de laboratoire, et donc j'ai écouté avec beaucoup de surprise, beaucoup d'étonnement, pour ne pas dire d'effarement, parler d'une affaire qui, pour l'université, en fait, n'en est pas du tout une, et qui ne s'est pas du tout déroulée tel que cela a été décrit dans le sujet que le journaliste traitait. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? Bon, apparemment, il y aurait un refus de permettre au CAGI d'intégrer le bâtiment recherche du pôle Guadeloupe, mais qui est en fait le bâtiment recherche de l'Université des Antilles, et qui lui-même abrite tout un certain nombre de chercheurs, plus de 200 occupants, et puis 14 laboratoires. Il y a eu une procédure visant à permettre, après plus de 2 ans d'attente, dû à des problèmes d'inexécution de prestations dans la construction de ce bâtiment, il y a eu donc 2 ans d'attente avant que les chercheurs puissent intégrer ce bâtiment. J'ai lancé il y a quelque temps, en accord avec le rectorat, une procédure permettant donc enfin à la totalité des enseignants-chercheurs, ou plutôt la totalité des laboratoires, si possible, d'intégrer ce bâtiment. Une procédure qui a été transparente et qui a été l'objet d'une information à toute la communauté, étudiants compris. L'objectif était de faire en sorte que, dans le cadre de l'intégration, nous puissions arriver, dans le cadre d'une concertation, à faire en sorte que le maximum, pour ne pas dire la totalité, mais le maximum de laboratoires puissent intégrer ce bâtiment recherche, mais qui avait déjà été l'objet de consensus, de concertation préalable avec mes prédécesseurs, les anciens vice-présidents de pôle, et puis les différents acteurs, enseignants-chercheurs s'occupant de ce bâtiment. Ce bâtiment est un bâtiment qui a été conçu pour la recherche spécifiquement en sciences exactes. Mais dans une volonté politique de faire en sorte que une grande majorité d'enseignants-chercheurs puissent avoir des bureaux, ne serait-ce que des bureaux en dehors des laboratoires avec les équipements, il y a eu un processus de négociation avec les sciences juridiques et économiques, la faculté des sciences juridiques et économiques, pour que les enseignants-chercheurs que nous sommes, puisque j'en fais partie moi, et que nous sommes plus d'une trentaine en tout et pour tout, que nous puissions accéder aussi à ce bâtiment, à quelques bureaux. Et donc, le laboratoire Le Crédit s'est vu octroyer certains espaces, mais il s'est avéré qu'au terme de la procédure que j'ai lancée, le CAGI n'était pas inclus en tant que tel, en tant que laboratoire. J'ai donc Dès le départ, le CAGI n'était pas prévu dans dès le départ, il n'était pas prévu, mais le CAGI a toujours fait une demande pour pouvoir intégrer ces laboratoires. Simplement, ils sont passés par la direction de la faculté des sciences juridiques et économiques. Et c'est vrai que quand j'ai repris le dossier, j'ai moi ouvert et j'ai reçu une lettre du directeur du CAGI qui me disait qu'il voulait intégrer le laboratoire. J'ai donc regardé ce qui s'était passé au préalable, et c'est vrai que j'ai tenu à proposer à l'ensemble des directeurs de laboratoire réunis en concertation, puisque les choses se font bien évidemment en concertation et pas du tout uniquement par la décision du vice-président de pôle. Je n'ai d'ailleurs pas cette compétence, contrairement à ce que disait le journaliste. Nous avons fait une réunion de concertation où on a décidé... Alors, j'ai proposé que le CAGI puisse avoir des espaces, d'abord dans le cadre du département, donc que des enseignants du CAGI aient leur espace, et d'autre part, que l'on puisse trouver un espace spécifique pour le CAGI. Mais cet espace ne pouvait être trouvé que dans les espaces réservés aux sciences sociales. Donc, les espaces du Crédit, pour le moment. Le Crédit a accepté de donner une partie de ces espaces pour intégrer des chercheurs qui éventuellement n'avaient pas de place dans le laboratoire du CAGI à Pointe-à-Pitre, puisque ce laboratoire a obtenu
bien avant les chercheurs du pôle Guadeloupe, a obtenu des espaces qu'ils pouvaient occuper à Pointe-à-Pitre, par le biais de leur réseau, notamment la ville de Pointe-à-Pitre, bien évidemment, qui soutient ce laboratoire. Et donc, il y a eu donc négociation. Et puis après cette négociation, en fait, le KG a refusé l'offre que nous avions faite, qui était donc d'avoir cet espace avec un certain nombre de bureaux, mais qui n'empêchait pas qu'il fasse une autre demande par la suite. Et donc, apparemment, ça ne leur a pas plu. Ils ont continué à m'envoyer des courriers où je leur ai dit, mais qu'il faut, si ma proposition et celle des directeurs de laboratoire ne convient pas, il faut qu'ils aillent donc négocier directement avec ce laboratoire qui est le Crédit. Et bien évidemment, peut-être qu'il y aura un partage qui pourra être fait sous des bases de négociation. Là aussi, ma proposition apparemment n'a pas plu, puisque j'ai entendu ce matin qu'elle était totalement ubuesque. Bref. Tout ça pour dire que c'est vrai, le pôle Guadeloupe a fait un geste pour accueillir un laboratoire qui avait déjà des locaux à Pointe-à-Pitre, alors que des enseignants-chercheurs d'autres laboratoires n'ont toujours pas pu trouver d'espace, que ce bâtiment qui fait 8500 mètres carrés, qui accueille 3 services universitaires, plus 14 laboratoires et également un amphithéâtre, c'est près de 200 occupants. Et contrairement à ce que j'ai entendu également dans le sujet ce matin, c'est pas uniquement un bâtiment qui a été donné au Crédit, laboratoire auquel j'appartiens, c'est plus de 14 laboratoires qui vont occuper ce bâtiment recherche. Le Crédit n'ayant qu'une infime partie de l'espace. J'espère que tu comprennes, comme vous dites Crédit, il s'agit bien d'un centre de recherche. Alors le Crédit, c'est un centre, oui, tout à fait, c'est le centre de recherche en économie et droit du développement insulaire, qui est l'un des laboratoires de la faculté des sciences juridiques et économiques, de la fac de droit donc, et qui est dirigé par le doyen actuel Jean-Gabriel Montauban. Question peut-être ici. Donc pour vous, c'était juste pour bien resituer. Oui, resituer. Il n'y a pas de conflit. Alors, il n'y a pas de conflit, il y a peut-être une désapprobation de décisions qui ont été prises successivement par une réunion de directeurs de laboratoire, par les élus de la commission recherche, par les propositions aussi que j'ai faites, par le Crédit qui a accepté de donner, alors même qu'ils ont des enseignants qui, par là même, se retrouvaient exclus, de donner une partie. Il y a eu un rejet du KJ de ces propositions et résultat, on se retrouve peut-être avec une désapprobation, mais en aucun cas, on se retrouve avec une procédure d'exclusion unilatérale de ma part, parce que je n'ai pas ces compétences, parce que ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui va trancher? Qui va décider? Est-ce qu'il y a un recours ou bien est-ce que la situation va demeurer conflictuelle au jour d'aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que concernant la procédure d'intégration du bâtiment recherche, il faut dire qu'elle s'est passée de façon extrêmement consensuelle. Ça n'était pas chose évidente, parce que les laboratoires... Sur les 14 laboratoires, il n'y a que le KJ qui proteste, apparemment. Oui, il n'y a que le KJ qui proteste après qu'on lui ait fait une proposition d'intégrer qu'il a refusée, parce qu'elle n'était pas pour ce laboratoire suffisante, puisqu'il voulait que tous les chercheurs entrent dans ce laboratoire, mais qui, comme je l'ai dit, dans ce bâtiment de recherche. Mais comme je l'ai dit, c'est un bâtiment qui est prévu pour les sciences exact en priorité. Il y a de la chimie, de la physique, on manipule un certain nombre de choses, donc il y a des règles aussi à respecter. Donc les sciences sociales ont été réparties dans les espaces où on pouvait les répartir. Mais bien évidemment, il a fallu que tous les laboratoires se serrent un peu pour que le maximum de personnes puissent rentrer. Et c'est grâce à une concertation étendue que nous avons pu obtenir ce beau résultat collectif, qui, loin d'être un synonyme de division, est plutôt un synonyme d'unité polaire. Alors, la procédure, c'est que, bien évidemment, le laboratoire KJ reste tout à fait libre de continuer à faire des demandes qui doivent être examinées progressivement par les différentes instances. Pour le moment, nous devons conclure la procédure qui a été initiée. Il y a eu donc la commission recherche qui a validé. Nous avons quelques ajustements à faire, notamment en faculté des sciences exactes et naturelles, pour les laboratoires de chimie. Et puis le conseil de pôle qui se réunit très prochainement va acter donc la répartition qui a fait l'objet d'un large consensus. Et par la suite, donc, les chercheurs pourront intégrer, mais ils intègrent déjà, on délivre les clés actuellement, ils intègrent ce bâtiment. Et c'est un outil formidable qui va permettre de faire une recherche à la fois pluridisciplinaire, mais de regrouper ce qui ne s'est jamais fait ailleurs pour le moment, plusieurs laboratoires de disciplines différentes. Et donc, c'est vrai que nous allons avoir une valeur ajoutée extraordinaire en termes de recherche, d'innovation et aussi de développement économique. J'ai pas de questions, ça va? Alors, la dernière question, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement
à la fin du mandat de l'actuelle gouvernance, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, pour le moment, c'est vrai que la plupart des élus, également la gouvernance, tout le monde est à pied d'œuvre pour donner corps à l'autonomie des pôles. C'est vraiment un projet qui crée une université quasi fédérale, qui est un modèle unique du genre. Et il faut beaucoup innover pour faire en sorte, et faire beaucoup de sacrifices pour faire en sorte que ça fonctionne entre déjà les deux pôles, les deux territoires qui ont légitimement des ambitions de développement en termes d'enseignement et de recherche. Comme il y a eu de nouvelles élections, il va falloir aussi travailler et apprendre à travailler avec les nouvelles collectivités pour la Martinique et les nouveaux élus de la région pour la Guadeloupe. Et je vais m'y employer. Nous avons cet après-midi une réunion importante avec le rectorat où nous allons mettre en place le contrat de site, qui est le contrat qui permet qui est établi entre l'État et les acteurs de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur sur chaque région. Donc on va devoir, puisque l'université est chef de file un petit peu de ce travail-là, réunir les acteurs, les organismes de recherche et proposer donc un plan innovant sur un certain nombre d'années, 5 ans, pour effectivement bénéficier de subventions. Donc c'est un gros travail que nous menons. Et il y a surtout les statuts que nous devons rédiger avant le mois de juin 2016 et faire en sorte que ces statuts puissent viabiliser l'existence de l'Université des Antilles. Mais si vous me permettez, j'aimerais quand même dire que c'est vrai que là je suis interrogé par rapport à une polémique qui a été soulevée dans la presse par un journaliste qui, à mon avis, n'a pas du tout vérifié les sources d'informations qu'il avait et la véracité des choses, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre d'allégations totalement fausses. Mais les chercheurs du pôle Guadeloupe, les enseignants-chercheurs du pôle Guadeloupe sont au travail. Et ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir travailler dans la sérénité. Parce que nous avons eu toute une période où l'université a été médiatisée pour tout un certain nombre de raisons, pas toujours négatives, mais pour beaucoup négatives. Et là, tout ce qu'on demande, c'est de la sérénité pour pouvoir travailler. Parce que sous le pôle Guadeloupe, en tout cas, ce qui caractérise les enseignants-chercheurs et les universitaires, c'est l'excellence et la discrétion. Et c'est vrai que nous voulons, et je lance vraiment un appel aux médias, nous voulons rester dans ce cadre-là et nous voulons quand même que l'on comprenne que l'université n'est pas un jouet, que le territoire de la Guadeloupe a plusieurs écoles, plusieurs collèges et lycées, mais n'a qu'une seule université, de même que la Martinique. Et que si l'on veut pouvoir continuer à illuminer un petit peu la Caraïbe de point de vue intellectuel et de point de vue scientifique, il faut que l'on puisse avoir confiance dans les enseignants-chercheurs, il faut qu'on puisse les laisser travailler, mais surtout il faut qu'on puisse avoir, si j'ose dire, un vrai élan pour regarder les choses extraordinairement positives que notre université produit année après année. Et un seul exemple, par exemple, ce midi, nous avions l'association de l'école d'ingénieurs qui faisait une manifestation en écho à la COP21, voilà, et qui, donc, ce sont des étudiants qui montrent un petit peu au grand public, aux étudiants, qui sensibilisent à la protection de l'environnement et à tout ce que l'on peut faire en termes scientifiques concernant l'environnement. Donc c'est ce type d'actualité qu'on voudrait voir le plus souvent mis dans les médias, dans les journaux, et pas les polémiques. Alors justement, le CAGI souvent s'illustre par des réunions et des analyses sur la situation politique. Est-ce que le Crédit a cette même vocation d'analyser le réel, la politique, la géopolitique régionale de la Guadeloupe et même au-delà? Tout à fait, et depuis tantôt. Parce que c'est vrai que le CAGI a une excellente activité de recherche, notamment sur les questions de sociologie politique, puisqu'il y a des conférences régulières. Il y a eu également un travail exceptionnel qui a été mené sur la protection de la biodiversité, un travail en collaboration avec des parlementaires, justement, antillais ou d'outre-mer, et qui a permis d'avancer dans la construction de cette loi extrêmement importante. Il y a également au niveau du Crédit un travail qui est fait depuis déjà quelques années maintenant, notamment sous l'égide de Pierre-Yves Chicot, mais pas seulement lui, de René Santenac notamment, de Roduel Sainte-Croix, et bien des travaux qui ont pour but de montrer l'impact des nouvelles règles d'administration territoriale, et nous avons des publications. Nous avons aussi des publications sur le développement économique en milieu insulaire. Et quand vous rentrez à la faculté SGE, c'est très simple, vous avez dans une vitrine l'ensemble des travaux qui sont faits, des livres, des ouvrages, et qui sont disponibles. Donc, le Crédit comme le CAGI sont des acteurs tout à fait incontournables de l'analyse sociopolitique, de l'analyse économique, et sont au service du territoire. Et ce sont d'ailleurs deux laboratoires qui s'entendent
relativement très bien. Alors on espère la prochaine réunion du public du crédit être informé de manière à ce qu'on puisse suivre un petit peu votre actualité. Dernière question, et là on se quitte parce qu'il est 13h27. Prochaine élection à la gouvernance est prévue dans combien de temps? Alors, il y a d'abord les élections aux différents conseils qui devraient avoir lieu en décembre 2016, et puis l'élection des vice-présidents de pôle, puis ensuite l'élection du président de l'université. Alors, comme vous le savez, en principe, c'est une élection qui, dans le cadre d'une alternance qui a été souhaitée par le législateur, puis qui serait incarnée dans le préambule au moins des statuts, eh bien, nous aurons normalement une présidence qui devrait être guadeloupéenne, mais guadeloupéenne dans le sens où il s'agirait d'un enseignant-chercheur ou d'un extérieur, puisque la loi donne cette possibilité, qui serait issu du pôle Guadeloupe, qui travaillerait donc sur le pôle Guadeloupe. Et donc, ça sera en décembre, ça sera en janvier 2017. Alors, la campagne n'a pas commencé parce que nous sommes, il me semble, au mois de février 2016. Et bien évidemment, tout le monde comprendra que ça n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le travail, c'est l'enseignement et l'exécution des missions de service public. Didier Détouche, merci d'être venu. Merci à vous. J'espère que tout le monde a compris ce qui s'est passé. Puis, nous aurons l'occasion probablement de nous intéresser à cette université, puisque effectivement nos enfants, puisque je parle là en tant que père, n'est-ce pas, ici, ont l'occasion de fréquenter cette université. Voilà, il est 13h30, on va prendre la page de pub et tout à l'heure on va retrouver la chronique juridique et puis la fin du journal avec Jessie qui est souriante aujourd'hui parce qu'elle est contente de me revoir. Voilà, c'est fini. Il est 13h32, nous poursuivons avec le développement de l'actualité. Du côté de l'éducation, la mobilisation continue pour les enseignants du collège Félix Éboué de Petit-Bourg. Ils restent sans réponse face à leurs demandes. On leur impose donc la création d'une 11e, 6e pour un établissement qui souffre déjà d'un sureffectif et ils risquent maintenant des suppressions de postes. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi. On n'a pas encore de réponse. Nous avons été entendus par l'inspecteur de vie scolaire, les inspecteurs de vie scolaire hier, pendant 1h30 de réunion. Il est censé transmettre donc, tous ces contenus au recteur et nous avons obtenu quand même un rendez-vous avec le rectorat ce matin à 11h30. Donc justement, là, on est en train de se préparer pour y aller. Alors, vous vous souvenez qu'on avait déjà fait un premier mouvement le lundi 1er février parce qu'on avait un problème de sureffectif, sachant qu'ils voulaient en plus nous rajouter une division supplémentaire en 6e. Nous, on n'était pas du tout pour venir augmenter l'effectif du collège. Ils voulaient en plus supprimer une 5e. Ce qui fait que lorsque ces élèves-là seraient montés en 5e, on aurait forcément un problème en termes de nombre d'élèves dans la même classe. Et là, on apprend mardi, que finalement la dotation qui est allouée au collège n'a pas été acceptée par le rectorat. Parce qu'un certain montage qui avait été fait par notre administration n'était pas viable, légal. Donc du coup, on se retrouve avec des heures en moins, ce qui signifie des suppressions de postes, ce qui signifie des dédoublements dans certaines disciplines qui ne seront pas possibles, ce qui signifie un certain nombre de dispositifs qui risquent de disparaître parce que nous n'avons pas les heures qu'il faut pour les assurer. C'est tout le corps enseignant qui est là, qui est mobilisé parce que ça fait des années qu'on est sur la brèche. Aujourd'hui, on a envie d'arrêter, on a envie de dire qu'on ne peut plus. Et on ne peut vraiment plus assumer tout cela. Là, on attend des réponses. Et en fonction des réponses qu'on aura ce matin, on verra ce qu'on fait.
Et les enseignants donc, du collège Félix Éboué devaient rencontrer donc, ce matin le recteur. Nous aurons peut-être leur retour donc, pour notre journal de ce soir. Qu'est-ce qu'un agent cynophile de sécurité? Eh bien, c'est un agent professionnel de la sécurité des biens et des personnes qui est assisté d'un chien. Le domaine canin situé aux Abîmes est le seul centre de formation d'agents cynophiles de sécurité aux Antilles-Guyane. Ce matin, ils organisaient les épreuves pratiques de l'examen pour devenir donc agent cynophile de sécurité. Au-delà des compétences théoriques, le candidat doit donc réussir l'examen pratique qui démontre sa maîtrise de l'animal. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. L'examen que nous avons fait ce matin, c'est de la recherche sur individu. Alors ça consiste à aller intercepter un individu qui va se trouver sur un trajet d'à peu près 100 mètres. On fait l'interpellation de l'individu sans que le chien aille mordre cet individu. Donc c'est une épreuve qui fait partie de la qualification d'agent cynophile. Et sans cette épreuve, on ne peut pas avoir l'examen. On est sur un agent cynophile de sécurité reconnu par le RNCP et la branche. Ça va leur permettre d'obtenir la carte pro d'agent de sécurité cynophile. On a fait venir pour cette occasion le responsable de la coordination nationale des centres de formation, le référent national, ainsi qu'un gendarme cynophile, instructeur actuellement à Grama. Cet examen va être passé sous différentes formes. Ils ont déjà eu les examens écrits. Là, nous sommes partis sur le Cooper. Ils ont fait la détection. Ils auront un plateau d'obéissance. Et cette nuit, toute la nuit, sur Jarry, nous aurons une opération avec tous nos chiens en détection dans des entreprises de Jarry pour vérifier les compétences de tous nos chiens et de tous nos agents. On cache l'individu dans le sens du vent. Donc évidemment, avec un système à fumer, à fumigène, on prend le sens du vent. Ce qui fait que l'individu, on va le cacher là. Et les odeurs vont suivre le filet et vont se retrouver sur le passage du chien, sur le chemin. Voilà. De façon qu'il y ait possibilité de détection et remonter les émanations du chien. Vous avez vu la détection du chien, hein? Donc là, le chien, voilà, il l'a trouvé. Bah oui, on dit que c'est une arme par destination. En fait, sur les zones où il travaille, l'emploi du maître chien, c'est surtout un emploi de personnel isolé, dans des zones en principe à risque également. Donc il leur faut quelqu'un pour les assister en cas de pépin, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de pépins. La législation donc restreint l'emploi, mais il nous faut des chiens de qualité pour le cas où. Oui, alors cette certification donc, leur permet de travailler évidemment en métropole. Et puis, comme toutes les certifications en France, on peut travailler en Europe, mais on en a très peu qui sortent soit de l'outre-mer, soit de la métropole, un petit peu en Belgique, un petit peu en Suisse. Mais voilà, ouais, effectivement, s'ils veulent, ils peuvent travailler dans toute l'Europe. Il est 13h38 et comme tous les jeudis, donc, nous recevons Maître Calvaire et Maître Bernier pour notre chronique juridique. Bonjour. 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 Donc aujourd'hui, donc on va parler de plusieurs sujets liés un peu toujours avec les visites pour les enfants, le voisinage. Enfin, on aura un peu de tout aujourd'hui. Et je commence avec la première question, Danick, si tu me le permets. Oui, bien sûr, je permets. Donc, un grand-parent peut-il bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pour son petit enfant? Alors effectivement, on l'a vu la semaine dernière, que le parent qui ne vivait pas avec son enfant pouvait bénéficier d'un droit de visite. Il faut savoir qu'il existe de la même façon une possibilité pour les grands-parents d'exercer un droit de visite et d'hébergement concernant leurs petits-enfants. Alors, le droit de visite des grands-parents, évidemment, n'est pas aussi large que celui des parents. Simplement, ça a été mis en place parce qu'il y a un souci, effectivement, de parvenir à un équilibre chez l'enfant. Et on pense, avec d'autres professionnels, qu'il y a un intérêt pour un enfant à garder des liens avec ses grands-parents. Alors, en principe, en pratique, dès lors que
qu'il en va de l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales, puisque c'est lui qui est également compétent, il va pouvoir accorder un droit de visite à raison, de façon classique, d'un week-end par mois, voire moins, voire quelques jours pendant les vacances, aux grands-parents qui rapportent la preuve qu'effectivement il y a un conflit avec les pères et mères ou qu'il ne voit pas son enfant. Alors, ce droit de visite, il peut prendre également d'autres formes. Il peut s'agir d'un droit de visite sans hébergement. Tout va dépendre de l'intérêt de l'enfant et également de sa volonté, dès lors qu'il sera en âge de s'exprimer. Le juge peut aussi accorder, selon les cas, un droit de correspondance ou accorder aux grands-parents la possibilité de téléphoner ou de voir son enfant par Skype ou avec les moyens de communication modernes. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les grands-parents ne sont pas en reste et qu'ils ont effectivement possibilité de bénéficier d'un droit de visite. Alors ce droit de visite, il pourra exister aussi dans une certaine mesure pour un ancien conjoint ou un ancien concubin qui aura créé avec l'enfant des liens étroits. Voilà. Bien, alors deuxième question, c'est ce qu'on appelle trouble de voisinage. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi cela consiste? C'est-à-dire que lorsqu'on va au monde ou à casa ou les voisins, le principe là, c'est que il faut opérer à casa en toute tranquillité. Ou quand jouir d'espace privé, ça c'est droit, mais aussi ou pas tout ça sur la terre, ou pas tout ça l'espace géographique là, il faut respecter les autres qui alentour. Et si par exemple, on est voisin, c'est comme mettre musique. Ou pas foutre font sieste, c'est musique, etc. On est certains monde aussi, surtout en campagne, bien que c'est interdit, c'est boucan. Boucan quand rentre en case là, café au toussé, enfin, quand embêté. On ne peut pas jouir temps de corps. Ou alors, on est des monde aussi, tous les matins, encore qu'à chanter. Quand il est à chanter, c'est impossible 5h du matin. Ou peut-être aller dormir à 3h du matin, quand il a chanté, il a levé. Ou alors, pas ça, moi. Ou des voisins, une chatte. Chatte qui vient à casa, chatte qui entre en salon, comme c'est fauteuil, quand c'est à casa. En fait, tout ça, un certain nombre d'éléments qui a fait qu'on ne peut pas jouir des espaces, des biens, des casas convenablement. Ou alors, on a des gens aussi, par exemple, peut-être parce qu'ils ne sont pas d'accord, il y a quelqu'un qui monte en mieux. On a bien planté des pieds bois, jusqu'à présent, on a fait ma galante, on a fait des irades, on a fait les saints biens, à présent, on ne peut pas voir encore. Ou alors, on a fait montagnard, on a fait tout partout bien, on a envie de dégager, on ne peut pas voir encore parce qu'ils mettaient en mieux la esprit. On les mettait planter pieds bois, soit disant pour faire belle, mais ils savent c'est pour un meilleur de en réalité. Donc tout ça, comportement à voisin là, qui constitue un trouble de voisinage, il peut empêcher de vivre normalement parce que des gens étaient venus en bon voisinage, c'est-à-dire à un respect mutuel à droit à chaque monde. Mais à un moment là, ça, quand moi on a fait, si mettons maçon, quand on envoie terre de haut et terre de bas. Si par exemple, ils sont mieux, pour faire, à un moment là, ça, il faut faire constater par huissier que Mioula a existé, et que nous aussi a prouvé qu'au moment où vient là, Mioula n'a pas existé. Et que ces gens-là qui mettaient Mioula, ils viennent après. Donc avant, on tenait en vue. Et aussi, on peut-être a démontré qu'il y a un mur qui était indispensable, notamment au niveau à hauteur. Et qui a attaqué au tribunal pour détruire Mioula. Et c'est là, avocat qui intervient. C'est là, avocat qui intervient. Troisième question, Jessie, je te la laisse. Alors, on va parler du trouble de jouissance. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, parce que Danick... Oui, parce que Danick quoi? Trouble de jouissance. Principe là, après le trouble de jouissance, c'est que la loi a dit l'on va vrai ou en possession d'un bien. Ou quand on jouit le bien là, c'est-à-dire ou quand consommer le bien là, il faut qu'on peut faire de manière paisible, sans qu'elle prenne un merdement. Par exemple, ou locataire en côté, on est ascenseur là qui va marcher. On va faire course pour monter combien d'étages. Ah bien, on est poubelle là,
ça va sentir là, on ne peut pas normalement. Ou alors, les autres locataires qui ont posé problème, c'est danser toute la journée, c'est rire, c'est l'espoir, c'est ceci, c'est là, ou pas tranquille. Adam Kazao. Tout ça qui constitue un trouble que bailleur doit être assuré. Parce que c'est responsabilité. C'est peut-être aussi un bien que vous achetez. Vous achetez un bien, par exemple, vous achetez un immeuble. Vous vous rendez compte que ça va couler. Ou alors, son voiture, ça va rouler bien. Ou alors, par exemple, un monde qui vient dire comme ça, ça, mais quand ça va acheter là. C'est quasiment moins, hein. Mais c'est venu ça, mais c'est à moins. Donc, si vous voulez, ou quand vous voulez acheter un bien et qu'on ne peut pas s'ouvrir, juder convenablement, paisiblement, parce qu'il y a des gens qui viennent poser un droit de revendication sur ça. Mais Francis, est-ce que ça a lié avec un trouble de voisinage? Est-ce que c'est presque même bitin là? Ah, pas même bitin là, c'est qu'on champagne Canada de Graille, mais pas même bitin là. Par exemple, d'autres exemples, on peut prendre pour le trouble de jouissance là, ou non t'es. Des voisins, certainement des gens ne sont pas d'accord. Ou quand ils trouvent le bonjour, on partit gravier, on partit sable. Là, quand pécho, on rentre en voiture, même à bicyclette, en cité. Ou alors, quand mettez des vieilles voitures là. Ou alors carrément, voiture là, si bien qu'on ne peut pas aller librement à cité parce que ni un obstacle, que quoi dire en français, l'entrée est obstruée. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle qui empêche au vide. Nous sommes abordé des questions dans ça, justement, avec ces locataires, ces résidents à Bimao, là, ils ont construit justement en quick, devant entrer à la résidence Bois-Neuf à Bimao, et justement, ils ont essayé de porter plainte là, actuellement, parce que justement, Chimé-là, c'est Chimé à la résidence à Yo. Et là, il a fait quick là, ça a perturbé l'entrée à la résidence là. Donc, son trouble de jouissance. Alors, question là, c'est la question pour l'adoption d'un enfant. L'adoption d'un enfant et de son conjoint. Quelle procédure c'est Maritza? Alors, bien souvent, on va élever l'enfant de son conjoint. Donc la loi, effectivement, facilite l'adoption de l'enfant du conjoint. Alors, quelle est la procédure? C'est une procédure avec ministère d'avocat obligatoire devant le tribunal de grande instance du domicile de l'enfant et qui va permettre à l'époux d'adopter l'enfant, que sa filiation soit établie ou pas à l'égard d'un autre homme. Alors, si la filiation paternelle est établie, il va falloir recueillir au préalable le consentement du père, du véritable père, qui va donner son consentement à l'adoption. Lorsque l'enfant aura plus de 13 ans, il va falloir également que l'enfant consente à l'adoption devant un notaire. Et puis, si l'adoptant est père par ailleurs d'autres enfants, il va falloir les informer de cette démarche-là. Et enfin, le tribunal, au vu des réquisitions du procureur de la République, va pouvoir autoriser le mari à adopter, soit sous forme d'une adoption simple, qui va maintenir les liens avec la famille paternelle d'origine, soit une adoption plénière, qui, elle, va faire disparaître les liens avec la famille. Et l'enfant porte le nom de la famille. Ça peut être une demande. Ça peut être une demande. L'enfant peut choisir de porter le nom de sa maman, le nom de l'adoptant, les deux accolés dans le sens qu'il souhaite. Et dans ces cas-là, l'avocat intervient à quel niveau? L'avocat intervient dès le début parce qu'il va falloir déposer une requête devant le tribunal de grande instance. Donc l'avocat va rédiger. Le notaire également va intervenir puisqu'il va falloir que l'adoptant et l'adopté, lorsqu'il est âgé de plus de 13 ans, donnent le consentement devant le notaire et reviennent 2 mois après pour confirmer ce consentement. Dernière question, c'est ici. Alors, dernière question sur un autre sujet encore, la servitude de passage, c'est quoi? T'as dit que c'est un problème, surtout, en général, c'est à la campagne, problème des paysans, mais il peut être aussi en ville. Mais en général, le problème à la servitude de passage, c'est que la loi a dit, si on est en propriété, et que ni la rue, la voie publique,
ou doit être là sorti en la rue là, c'est la voie publique, rentrer cité normalement. Soit c'est parce que c'est là où arrêté, soit parce que c'est peut-être quoi pour faire jardin là, soit parce que c'est un espace de loisirs, peu importe. C'est bien cité ou doit être sorti de la voie publique à rentrer à la case normalement. Et là, on va pour payer, là, on va sortir en la rue là. Et que pour payer un terrain, il faut passer ce terrain d'autres monde. À ce moment-là, ça, la loi a dit vous ou enclavé. Enclavé là veut dire simplement pour arriver à ce terrain, il faut passer ce terrain d'autres. Alors que faire? Nous, des gens qui disent, nous, avocats, nous avons ça des fois. Ah, c'est quand ils disent butin, qui fait jardin, moins, qui fait chimie, moins, c'est. Ah non. Là, vous ne pouvez pas entrer à casa. Vous-même qui faites chimie, vous pouvez faire. On peut se suicider, il faut tirer des femmes comme ça. Mais là, il faut qu'on mette une faute. Et nécessairement, qu'on engage responsabilité civile. C'est ça. C'est-à-dire, tout ça qu'on fait là, on gagne à payer. Alors, que faire? Il faut simplement ouvrir un avocat, qu'il saisit le tribunal là, dont on demande de servitude. À ce moment-là, ça. Tribunal là qui désigne un expert, parce que l'avocat là pas expert, et lui-même juge là pas expert, qui désigne un géomètre, qui vient sur les lieux, et qui est déterminé où là pour chemin là passer. En général, de quoi dire un chemin de tête fait 3 mètres. Parce que souvent, si on a un petit cas en ajouter une pièce, si en besoin pas ça, on achète un gros meuble, on fait temps passer, il faut un pays à voter. Donc, comme un espace, qui est en général de 3 mètres, mais il faut pas inciter à les bons non. Les propriétaires contigus, c'est-à-dire les voisins. Peut-être qu'ils pourront mettre titre là, 2 mètres titre là, enfin bref, ils peuvent prendre citer à ces gens-là et expert là qui détermine le chemin là. Mais c'est l'expert là peut faire, et si par exemple, il dit comme ça, monsieur là, vous passer à non, l'expert là, il a un seul critère, fait que le chemin là, ça, il fait le plus court possible entre la voie publique et le terrain là, et que c'est le moins dommageable possible pour les voisins, il faut prendre le moins de possible pour faire tout là, qu'on peut faire là. Bon, c'est-à-dire c'est l'expert là qui détermine ça, qui détermine le jardin là. Et ces gens-là, que je prends à citer là pour te faire chimie à 3 mètres là, que nous avons dit là, c'est-à-dire la servitude, il faut dédommager. Et l'expert là qui détermine le prix du mètre carré, il faut payer. Si vous avez pris cette émission en cours, je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette chronique juridique de Marita Bernier-Foz Calvaire peut se retrouver sur www.zcl.tv. Peut-être, je pose la question, est-ce que la semaine prochaine, on pourrait aborder la question du harcèlement? Harcèlement au travail? Au travail. Pas de problème. Bien, on prend un mot pour jeudi prochain. J'ai ici gardé votre sourire et continuez le journal. Il est seulement 13h52 pour terminer. Une conférence débat avait lieu hier après-midi à l'hôtel Fleur d'Épée au Gosier. Cette conférence était organisée par l'ARACT Guadeloupe en collaboration avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il s'agissait de présenter les grands enjeux du travail à domicile dans le cadre du service à la personne. Ce secteur qui connaît une forte croissance de plus de 15% d'emplois en Guadeloupe en 2014 est également marqué par des conditions de travail pas toujours faciles. Reportage tout de suite avec Yanis Péquignot. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une conférence débat avec l'appui de notre pilote national, qui est l'ANACT, qui coordonne le réseau des ARACT au niveau régional, donc autour d'une conférence débat portant sur la qualité du service dans l'aide à domicile, dans le secteur de l'aide à domicile. Il s'agissait de s'appuyer de l'expérience à la fois de l'ANACT, qui intervient déjà depuis des années autour de ce secteur d'activité, et de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe intervient depuis 2014 dans le cadre d'un dossier expérimental. On est la seule région d'outre-mer à être retenue à titre expérimental, parce que nous sommes 5 régions, donc 4 de France hexagonale et la Guadeloupe, autour de la compréhension des enjeux aujourd'hui de ce secteur. Et donc ce qui est observé, c'est que globalement, c'est un secteur qui est dit pourvoyeur d'emploi. Donc dans un contexte guadeloupéen où on souffre du chômage, donc on a tendance à regarder de près. Pourvoyeur d'emploi, il y a des pistes à creuser et les statistiques le montrent. Donc un développement des activités, un développement du nombre d'heures de prestations réalisées. En revanche, il y a l'autre revers de la médaille, c'est qu'on a un taux d'accident du travail relativement important, des maladies professionnelles qui se développent beaucoup dans ce secteur, à forte enseigne que ce secteur dépasse le bâtiment en termes d'accidentologie. Donc il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi. Et ce qu'on observe, c'est que souvent,
ces personnes qui interviennent au domicile sont seules, donc interviennent de façon isolée, donc l'isolement en tant que tel est déjà un facteur de risque important, et qu'elles interviennent au niveau du domicile. Le domicile est un endroit quasiment sacré. Donc comment on fait pour faire du domicile un espace professionnel alors que par définition le domicile est un espace privé. Donc c'est tout l'enjeu de ce travail. Donc le réseau ANAC-TARAC travaille depuis maintenant plus de 25 ans en faveur du secteur des services à la personne, avec de multiples interventions au sein des structures, que ce soit en Guadeloupe, mais aussi dans l'ensemble du territoire français. Et ça nous a permis de faire un travail donc, de capitalisation, les enseignements qu'on a tirés en termes de conditions de travail dans le secteur, et de publier donc un ouvrage pour lequel j'ai eu la chance de présenter au sein des acteurs du secteur des services à la personne en Guadeloupe, et qui met en évidence finalement toute la nécessité de prendre en considération le travail, donc les conditions de travail pour penser l'évolution des politiques publiques en matière de prise en charge des populations vieillissantes. Voilà, donc l'idée c'est de repenser la qualité de service en lien avec les questions du travail. Comment exprimer ses sentiments avec des mots et des images à partir d'une histoire réelle ou fictive? C'est le travail qui a été réalisé par 2 classes du collège Richard Samuel de Gourbert. Ils devaient s'inspirer de l'œuvre Chien fou dans la brousse de Marie Scondé pour réaliser une exposition d'art collective. Ce projet de création artistique culturelle initié par le Mémorial Acte avait pour objectif de favoriser la découverte du livre et la lecture et développer l'imaginaire des enfants. Ce mardi, nous étions présents lors du vernissage de l'exposition. Reportage tout de suite avec Olivier Moradel. En fait, ce qui est intéressant dans cette œuvre Chien fou dans la brousse de Marie Scondé aux éditions Bayard Jeunesse, c'est comment raconter l'histoire de l'esclavage à des enfants. Et comment des enfants donc lisent ce livre, comment ils s'approprient ce livre, comment ils réagissent à l'histoire de ce livre. Il y a des choses qui sont très dures, qui sont dites sur ce livre. Et finalement, les enfants n'ont pas fait abstraction, pas du tout. Se sont vraiment inspirés des 2 histoires de Naba et de Malobali au sein de cette histoire qui se passe au Mali, en Afrique. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et nous avons pu donc créer des œuvres avec 2 classes de 5e et 2 classes de 4e au sein du collège de Gourbert, Richard Samuel. Au début, Marie Scondé a été assez surprise de ce que nous avons fait de son œuvre, parce que finalement, nous l'avons démantibulée, disséquée, illustrée. Il y a même eu une installation sonore qui a été faite à partir du livre. Et puis au final, c'est un dialogue entre artistes. Donc elle a tout à fait compris aussi notre démarche. Et puis savoir que son œuvre devait être lue par des enfants, alors que ce livre était écrit au début pour ses petits-enfants, ça a été un réel bonheur pour elle. Il était très important pour le Mémorial Acte d'accueillir ce projet de Françoise Semiramotte, ce Chien fou dans la brousse, parce qu'il s'adressait aux enfants et que c'était une manière pour nous de toucher ce public-là, de remplir notre mission d'éducation artistique et culturelle. C'est un enjeu majeur pour le Mémorial Acte que de former les nouvelles générations, les générations futures, les futurs adultes, à la chose artistique, à la chose culturelle. Et là, c'était un projet global qui partait de la littérature, qui arrivait à l'art plastique, et nous l'avons vu tout à l'heure, qui passait par l'expression physique, corporelle, par la danse. Un projet très complet. C'était un livre qui était touchant et ça m'a inspiré beaucoup de choses. En fait, on veut dénoncer l'esclavage pour que ça s'arrête parce que l'esclavage est toujours parmi nous et on veut arrêter ça. Oui, je vous conseille de venir regarder ce travail parce qu'on a quand même beaucoup participé, on a beaucoup travaillé et on a mis tout notre cœur, tout notre amour, donc venez regarder nos œuvres, s'il vous plaît. Vous les avez entendus, vous avez jusqu'au 28 février pour découvrir ce travail de longue haleine puisque ce projet a été initié depuis le 1er décembre 2015. Il est 13h59, donc c'est la fin de ce journal. Juste un petit mot, Alain Hannibal est de retour à nouveau parmi nous, il va bien et il vous remercie pour tous les messages de soutien qu'il a reçus. Et je rappelle l'information principale, c'est la visite
prochaine de Obama à Cuba. C'est une visite historique. Il fallait le dire, Alain Obama. Alain Hannibal nous salue en régie. Et je profite de vous dire qu'on va se retrouver demain à la même heure avec la souriante Jessie qui a adoré, je crois, de traiter le problème du trouble de jouissance. Voilà, il est 14h, on termine et on se retrouve demain. On sourit.